vu, une fois que les habitants d'Occitanie sont formés, qu'ils peuvent se déplacer, ils vont donc travailler dans des entreprises pour favoriser la création d'emplois. Le Conseil régional met en place une politique d'aide dans les secteurs que là où le président cible. Vous avez des aides à la création d'entreprises, à la croissance ou à la transmission. Enfin, souvenez-vous, pendant la crise sanitaire, l'Occitanie a pris l'initiative de mettre en place le fonds local, une aide exceptionnelle à l'investissement. On va démarrer avec Monsieur Tallant sur cette interrogation autour du développement économique. Est-ce qu'on peut dire d'emblée que Carole Delga, en particulier durant la crise sanitaire, a été au rendez-vous en matière d'économie? Elle a été au rendez-vous avec le fonds local, bien sûr, tout comme l'a été l'État. Mais peut-être que M. Gibelin va me dire que l'État n'a pas encore été au rendez-vous, évidemment. L'État a énormément financé pendant la crise sanitaire, et heureusement d'ailleurs que l'État était là. Nous, ce que nous souhaitons, c'est immédiatement, dès l'élection, c'est mettre en place ce qu'on appelle une task force de 50 millions d'euros, immédiatement, surtout pour aider ceux qui vont connaître les problèmes dès 2022, parce que là, c'est là qu'on va s'apercevoir que toute la perfusion qui a été importante pour sauver des entreprises, et notamment certains secteurs, le secteur de la restauration, les bars, qui ont touché des aides très importantes de l'État, et ça a même sauvé des entreprises qui étaient en difficulté. Ça les a même sauvées. Sauf que par contre, la reprise sans les aides, il va falloir qu'effectivement il y ait de la consommation, que cela fonctionne. Donc il y aura une task force qui sera en appui. Évidemment, ça ne sera pas pour donner l'argent et le distribuer comme ça. Évidemment, il y aura des critères qui seront à déterminer. Et ce que nous souhaitons, c'est pouvoir permettre à ceux qui, par exemple, auraient pris un PGE et qui auraient un peu de mal à le rembourser. Donc, encore une fois, avec des critères, ça se travaille, ça ne se déclare pas comme ça. Eh bien oui, ça sera un soutien et un point important. Un deuxième point important, et c'est une filière particulièrement importante pour notre région, c'est la filière agricole. Là, il faut être vraiment présent. Et il faut être présent sur une partie, notamment sur l'irrigation. C'est un des points qu'il faut arriver à développer et à travailler. Alors l'irrigation n'est pas l'alpha et l'oméga, parce que d'abord tous les agriculteurs, lorsque vous discutez avec eux, ne sont pas forcément d'accord avec la mise en place de l'irrigation, mais par contre ça peut permettre de sauver une grande partie de notre production, et notamment la filière viticole. Parce que je vous rappelle que dans 50 ans, si les températures continuent d'augmenter, il n'y aura plus de vin. En tout cas, c'est plus ici qu'on le produira. On le produira plus haut, mais en tout cas, on le produira plus ici. Donc ça, c'est les points importants. Et enfin, un dernier point qui nous concerne particulièrement, et dans le Garaudannien, et là j'aimerais bien avoir l'avis des participants autour de la table aussi, c'est le soutien à l'EPR Tricastin, parce que certes Tricastin n'est pas dans la région, mais par contre c'est quelque chose qui est très très important et qui a un impact colossal sur le département. C'est en lien avec Marcoule, tout le Garaudannien. Et donc voilà, donc nous on sera très clairement positionnés et on prendra très clairement position, parce que j'ai pas entendu Carole Delga se positionner pour le projet du Tricastin. En tout cas l'écrire. L'a-t-elle peut-être dit, mais elle ne l'a pas écrit. Monsieur Gibelin. Ah oui, Monsieur Gibelin, on va vous donner la parole dans quelques instants. Mais Monsieur Sanchez, dans le cadre du développement économique, un peu comme Monsieur Tallant, je crois que l'agriculture pour vous est essentielle et presque centrale. Oui, après, il y a un rôle de la région, mais attention, la région ne peut pas tout non plus sur l'agriculture. Il y a aussi des sujets qui sont nationaux, je pense notamment... Voire européens, avec les travailleurs détachés qui sont aujourd'hui une problématique aussi, parce que c'est une solution pour les agriculteurs. Mais quand on a un taux de chômage aussi important, parce qu'on va parler de développement économique, mais on rappelle que la région Occitanie est avant-dernière du classement en taux de chômage, donc on peut parler du bilan de Carole Delga, mais enfin visiblement ça ne produit pas beaucoup d'effets quand même, vu le chômage endémique dans la région. Donc je pense qu'il y a des solutions locales, mais il y a aussi des solutions nationales, et il ne faut pas oublier le poids du national dans les résultats de la politique économique. Donc sur le développement économique, nous ce que nous disons, parce que Carole Delga en fait elle a beaucoup subventionné, mais il ne suffit pas de subventionner, il faut aussi avoir une vision stratégique et savoir quel domaine on veut impulser en fait. Et le numérique c'est par exemple important. Nous avons encore dans beaucoup de nos départements un problème avec l'accès à la fibre. Alors c'est une compétence départementale, mais tout de même, quand on voit que ça rame autant dans beaucoup de départements de la région, il faut pousser les départements à agir. Il faut pourquoi pas les aider aussi au niveau de la région. C'est un enjeu économique aujourd'hui. Il faut aussi miser sur bien l'économie de demain. Et l'économie de demain, elle est justement sur l'intelligence artificielle, elle est sur le numérique, elle est sur ces sujets-là. Et donc il faut aussi que la région soit au rendez-vous et impulse des choses. Et sur le développement économique, il ne faut pas penser qu'aux métropoles, Montpellier et Toulouse,
nous avons des bassins de vie qui ne sont pas des métropoles et qui sont bien souvent oubliés. Donc il faut installer aussi des choses dans des bassins de vie qui sont autres que Toulouse et Montpellier. Et la région, elle a un rôle d'aménagement du territoire aussi, et elle doit insuffler ça. Elle doit pas seulement être à la remorque et être là pour donner des subventions à ceux qui investissent déjà et font des choses, ça c'est bien de le faire, mais il faut aussi qu'elle impulse quelque chose et qu'elle aille créer là où ça n'existe pas. Sur le PR de Tricastin, un mot, parce que M. Talon a un peu interpellé tout le monde sur la question. Oui, mais je pense qu'il a raison. Enfin, sur ce sujet-là, en l'occurrence, je pense qu'on n'a pas eu de clarté de la présidente de région sur le sujet, peut-être aussi parce qu'elle est alliée avec des écologistes et que sur ces sujets-là, ce sont des sujets qui sont un peu clivants. Nous, sur ce sujet-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Monsieur Rivenc, sur le développement économique, quelles sont les propositions de la droite et du centre? Alors, je ne vais pas redire ce qui s'est dit, mais c'est vrai que les dernières lois et l'évolution sur ce mandat étaient assez considérables en matière de compétences diverses territoriales, notamment avec la loi NOTRe qui a été mise en place, qui fait, je le rappelle, de la région le chef de file du développement économique, principalement avec les métropoles et les agglomérations. Donc, on doit travailler main dans la main sur ce domaine. Donc, c'est quelque chose déjà en partenariat. Je crois qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui le fonctionnement de la région en matière de développement économique sans les agglomérations et les deux métropoles que sont Toulouse et Montpellier. Et vous avez eu le sentiment pendant le mandat de Carole Delga qu'il y avait ce partenariat avec ADES Agglomération? Oui, non, mais bien sûr qu'on discute, et heureusement, parce qu'on est dans une société où heureusement les collectivités travaillent ensemble. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, je l'ai dit un peu en préambule, notre région a des atouts formidables. Notre région est une région jeune. Et c'est vrai que les résultats, sans jeter la pierre qu'à Carole Delga, ni à ses prédécesseurs, mais il se trouve quand même que nous sommes la région championne aujourd'hui en matière de taux de chômage. Et c'est un mauvais titre aujourd'hui que la région. Donc je pense qu'il faut tenter quelque chose de nouveau. Donc par exemple, je ne redirai pas tout ce qui est dit, sur lequel on peut se retrouver aussi, bien sûr, aider les entreprises, notamment les entreprises innovantes, permettre aux jeunes de pouvoir s'installer. J'ai parlé par exemple de l'aide qu'on pourrait apporter aux jeunes entre 16 et 30 ans qui ont un projet. Ça aussi, c'est intéressant. Bien sûr, on peut revenir à la formation. On peut parler des énergies renouvelables qui peuvent créer de l'emploi. Mais je pense que nous mettrons en place un fonds souverain. Et je crois que c'est un peu la différence avec mes concurrents. Ce fonds souverain, c'est quoi? C'est appeler l'ensemble des partenaires. La région, on s'engage à mettre 75 millions d'euros avec l'effet levier, c'est-à-dire avec les collectivités, avec l'épargne populaire. Parce que là aussi, on a envie de mobiliser la population de cette région pour apporter l'épargne, pour créer un effet levier considérable sur l'investissement, notamment pour les TPE, pour les entreprises. Et ce fonds souverain de 250 millions d'euros permettra aux entreprises de renforcer le capital, de permettre d'investir sur l'outil industriel, investir dans la recherche et faire en sorte, nous le pensons sérieusement, de créer de l'emploi. Et puis dernier point là-dessus, et c'est là aussi par contre un point de désaccord, je trouve qu'on est beaucoup trop long aujourd'hui sur l'instruction des dossiers. Moi je reçois beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent me voir comme conseiller régional, comme président d'agglomération, qui me disent qu'ils ont déposé des dossiers et que voilà, 1, 2, 3 ans, notamment en matière agricole par exemple, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs, mais même en matière de développement économique, et je crois que ces grandes régions, s'il y a au moins une erreur dont on s'aperçoit, outre le surcoût dont on pourra parler, c'est aussi principalement le fait qu'on a une administration régionale, il faut trouver le bon échelon, il faut trouver la bonne personne, et on perd un temps fou. Et donc, à la limite, je dirais que les élus sont très mobilisés, puisqu'on passe notre temps en réunion, en commission. Aujourd'hui, sur ce mandat, on a passé des heures. Mais je trouve que si on veut de la réactivité, et c'est peut-être ce qui fait la différence avec certains pays qui avancent plus vite que nous aujourd'hui, c'est la réactivité. Donc, on prend un engagement aussi qu'à passer un certain délai, un dossier sans réponse sera réputé favorable. Et donc, si la région ne répond pas dans le délai que nous aurons fixé, à partir de ce moment-là, ça vaudra accord. Nous sommes la région qui avons le plus de fuites des projets. Et même des régions voisines de gauche aussi. Hein, Aurélien Pradier se plaît à le dire, mais on l'a mesuré. Ça veut dire que M. Rousset, le président de la région Aquitaine, aujourd'hui se félicite de prendre des pépites régionales parce qu'ils sont plus réactifs que nous. Démarrons d'abord avec le PR de Tricastin, s'il vous plaît. Très bien. Bah, écoutez, un courrier... Est-ce que vous avez peur de vos amis écologistes? Absolument pas. Absolument pas. Pas absolument pas. Au premier tour, au second tour, ils auront... ni au premier ni au deuxième tour. C'est un courrier du 15... C'est un courrier du 15 avril qui est très clair. Très récent alors. C'est un courrier du 15 avril, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler, même si ce que je vais dire vous agace, mais c'est comme ça. Donc la présidente s'était engagée de manière très précise sur cet aspect en mettant plusieurs éléments. D'abord, en confirmant l'engagement de la région auprès de l'ensemble des entreprises du Gard rhodanien, parce que c'est important de le rappeler, la région a participé et aux côtés des entreprises, et en particulier des entreprises du
nucléaire de manière très claire et depuis le début du mandat, et c'était vrai dans le mandat précédent. Ensuite, sur précisément la question de l'EPR, la présidente de région a confirmé que ce choix était un choix qui n'appartenait pas à la région. Mais il a un impact quand même. Laissez-moi finir. Qui n'appartenait pas à la région et qui nécessite un débat. Et un débat national qui doit être mené. Et probablement, il y aurait des leçons à prendre de la part du gouvernement sur la façon de mener les débats pour éviter ce qui se passe actuellement sur le projet Hercule, par exemple. Donc, peut-être qu'il serait bien qu'il mène ce débat plutôt que de donner des leçons à d'autres. Et la présidente l'a confirmé. Quel que soit le scénario retenu par l'État, la région Occitanie sera à vos côtés pour soutenir l'ensemble de l'écosystème gardois concernant ces chantiers. Donc il n'y a aucun problème sur l'engagement de la région, c'est écrit, et Carole Delga a toujours l'habitude de faire ce qu'elle dit. Donc il n'y a pas de problème de ce point de vue. Allez, vous permettez peut-être de parler... Par contre, vous avez du mal à dire oui ou non quand même sur le soutien à l'EPR, parce que j'ai pas entendu oui au soutien. Moi, ce que je entends de votre part, c'est oui, nous soutenons le projet d'EPR à Tricastin. C'est pas des circonvolutions avec le débat, on verra. Il n'y a pas de circonvolution. C'est exactement ce que vous avez dit, ni oui ni non. Mais c'est pas vrai. C'est simplement que ça ne sert à rien. Est-ce que vous êtes favorable au projet Nous sommes d'EPR à Tricastin? favorables au développement économique du bassin du Gard rhodanien, avec tout le monde compris... Mais non, mais attendez, sauf que nous y sommes sur cette question-là et il n'y a aucun problème avec le nucléaire. Ah, c'est très bien. Voilà, déjà, c'est mieux. Mais c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté. La question du mix énergétique, elle a été tout à fait portée depuis le début du mandat. Ce sont quand même 6 000 entreprises qui ont été aidées dans le Gard pendant le mandat. 6 000. Donc ce n'est pas du saupoudrage, ce n'est pas du clientélisme, c'est quelque chose de massif. Bien sûr, de la subvention, de l'aide. Et donc, l'idée qui a été évoquée de travailler ensemble, c'est évidemment ce qui s'est concrétisé avec le fonds local. Parce que là, il y a vraiment la notion du PAC, la notion d'être ensemble. Et moi, j'ai présidé nombreuses réunions d'engagement du fonds local. Et il y avait à chaque fois l'avis des collectivités pour que justement les décisions ne soient pas prises en dehors du terrain, mais qu'elles soient bien prises à partir du terrain, en avis partagé avec les techniciens des collectivités, les techniciens de la région, pour que les choix soient faits correctement. De M. Rivenc sur le délai d'instruction des dossiers et sur le fait que ça soit hyper complexe aujourd'hui. Je vais y venir, mais permettez-moi quand même de développer deux autres aspects des propositions, puisque c'est quand même important. Alors, nous pensons qu'il est vraiment important de poursuivre sur ce qui a été fait concernant les aides, et nous avons annoncé, Carole Delga l'a proposé, un fonds anti-faillite à 100 millions d'euros, parce que aujourd'hui, il y a la situation qui a été décrite et que nous partageons, qui fait que probablement, la fin 2021 et sûrement l'année 2022, il va y avoir des situations de faillite. Et donc, il faut aujourd'hui être en situation de proposer quelque chose. Et donc, nous avons dit, nous faisons ce fonds anti-faillite pour qu'il puisse y avoir ces réponses. Et puis, les citoyennes, c'est pas un projet, c'est pas une idée. Nous l'avons mis en place. Il y a aujourd'hui un système qui a été mis en place dans la région, qui a été approuvé par le Conseil régional pour mettre de l'épargne citoyenne à disposition et pour pouvoir permettre à celles et ceux qui le souhaitent de participer à l'activité économique. Et dans ce sens, nous avons mis en place une agence régionale de l'investissement stratégique pour justement avoir une vision et ne pas être dans une situation de saupoudrage, mais bien de choisir les secteurs sur lesquels nous souhaitions directement intervenir. Alors sur les délais d'instruction, parce que forcément ça vous a été remonté. Bien sûr, parce que mais si permettez-moi d'abord... Ils sont sollicités comme ça par les chefs d'entreprise, c'est forcément que ça vous a été remonté. Oui, tout à fait. Mais permettez-moi d'abord de rendre hommage aux 4000 agents de la région, parce que ils ont à tout moment su faire face à la situation, et en particulier dans les derniers mois que nous venons de vivre, ils ont été capables d'avoir une région qui a été agile, qui a su réinternaliser un certain nombre de productions, qui a su permettre d'avoir de la production de masques en tissu dans la région, qui ont su mettre ensemble des opérateurs. Donc vraiment, je veux d'abord tirer mon chapeau bas à l'ensemble des agents de la région et
peut-être tordre le cou à l'idée qui pourrait être comprise ici ou là, qu'il y aurait une force de l'administration qui ralentirait le processus. Je pense que nous sommes loin de tout ça. Nous avons des agents de la collectivité territoriale qui sont engagés pour le faire. Après, est-ce que l'on peut faire mieux ? Mais bien sûr que l'on peut faire mieux. Bien entendu, nous avons souhaité, et ça s'est fait en particulier, je pense à nos voisins de l'Aude, quand il y a eu les inondations, où la région a été à l'initiative d'un guichet unique entre le département, la région et l'État sur l'aide concrète suite aux inondations. Donc oui, nous sommes en capacité de nous adapter et l'idée de faire évoluer l'administration régionale, bien entendu, nous y travaillons. C'est bien noté. Vous voulez dire un mot, monsieur Rivenc ? Un demi-mot, bien sûr, je n'ai pas attaqué dans ce que j'ai dit les 4000 agents de la région, il est hors de question, et pour la très très large majorité d'entre eux font très bien leur travail. C'est le système. Non, mais même pas, parce que je suis moi-même chef d'une administration, j'étais directeur général, j'ai encadré 2500 fonctionnaires, je ne vais pas critiquer le service public, je les ai suffisamment défendus, même sur votre plateau, je suis venu porter leur voix. Ce que je voudrais dire, c'est pas les fonctionnaires qui sont en cause, c'est l'organisation et le système qui fait qu'aujourd'hui, cette région sur ce genre de dossier est trop grosse, il faut peut-être penser à une nouvelle évolution. Voilà, on va pas en dire beaucoup plus, ça ne met même pas en cause les élus, ça met en cause peut-être là où je suis en désaccord avec la présidente Delga, et je l'ai dit, c'est peut-être d'avoir pris ce dossier un peu plus en main au moment de la fusion, qui était peut-être pas simple à faire, mais dans tous les classements, on s'aperçoit que la région Occitanie n'est pas celle qui a le mieux réussi financièrement la fusion. J'ai proposé que nous travaillions ensemble, région, et peut-être que M. Sanchez, qui participe aussi à la conférence des présidents de groupe, pourrait témoigner que j'ai proposé cette idée. Alors je ne dis pas que Mme Delga n'avait pas eu son côté, mais en l'occurrence, mais peu importe, ça veut dire que c'est travailler en commun, et quel que soit demain, voilà, et ce qu'attendent de Jean et nous, et je suis heureux du débat qui se tient aujourd'hui, parce que pour une fois, on n'est pas en train de... Je m'étais dit, on va parler politique, politicienne. Non, on parle vie quotidienne, on peut débattre, et du débat naît la vérité, ou du moins la meilleure solution. Alors, et je crois que quelque part, on peut avancer les uns vers les autres. J'ai remarqué donc que M. Talon proposait une task force, donc un espèce de fonds anti-faillite de M. Gibelin, à 50 millions d'euros, et vous, c'est 100 millions d'euros. Ça double. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Parce que pour faire comprendre aux Gardois... Et vous, pardon, monsieur Rivenc, 250 Monsieur Sanchez, peut-être 75 de la région, plus tout ça, ça ferait 250 en effet levier. Monsieur Sanchez, un chiffre, mais on a mesuré, nous avons mesuré. Non, je crois que ce soit 50, 70 ou 100, enfin, voilà, je crois que c'est pas ce qui intéresse en particulier les gens. Ce qui intéresse, c'est quelles sont les propositions, quels sont les projets, vers où on veut aller. Après, encore une fois, c'est pas les sommes qui sont importantes, c'est la volonté politique, c'est l'action derrière, parce que sur le fonds local, par exemple, il y a eu beaucoup de choses qui avaient été annoncées. Non seulement, effectivement, les délais n'ont pas forcément été tenus, mais en plus, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de monter des dossiers. Au final, ils ont eu des refus. Enfin, voilà, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet-là. Merci. Et pour ce dont parlait M. Rivenc, vous rappelez effectivement, en conférence des présidents, il avait proposé des choses. J'avais aussi proposé des choses. J'avais parlé de prendre en charge 2 mois de loyer pour donc un certain nombre de socioprofessionnels. À l'époque, Mme Delga m'avait dit que j'étais complètement fou, que c'était de la folie de faire ça. Et finalement, j'ai vu qu'elle l'a fait. Donc, c'est que la folie l'a gagné aussi. Alors, c'est très bien. Allez, on passe au thème suivant. On parle du tourisme. Alors, c'est une compétence de la région qu'elle partage avec les départements et avec les communautés de communes. Coralie, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle précis de la région dans ce domaine ? Oui, alors on ne peut pas parler de développement économique dans le Gard sans parler de tourisme. Là aussi, on retrouve des aides pour financer des projets. La région fait également la promotion du territoire à travers un label qualité pour les professionnels du tourisme, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le secteur est en mutation avec une demande de séjour plus qualitative et respectueuse de l'environnement. Et on va démarrer avec vous, Monsieur Gibelin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en matière de tourisme ? On a vu qu'il y a des belles choses qui se sont réalisées pendant ce mandat. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être accélérer ? Alors d'abord, je crois qu'il faut acter ensemble que le tourisme est probablement la principale ou une des toutes principales victimes de la crise de la Covid que nous venons de traverser. Ça a été quelque chose de terrible et les structures... Mais les enjeux sont là maintenant pour demain. Tout à fait. Donc, parlons de demain. Mais les structures du tourisme sont, dans un premier temps, à aider pour se sortir de la situation dans laquelle elles étaient. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous avons essayé d'être là aussi très réactifs, très agiles, avec le pass oxygène qui a fonctionné l'année dernière, qui est proposé pour cette année, qui est renforcé cette année pour avoir plus de possibilités que les familles puissent utiliser ce pass pour aller faire du tourisme en région. Il y a là des choses à faire de manière
manière plus importante et nous souhaitons devenir la première région à avoir de l'écotourisme, du tourisme responsable, avec à la fois la question du déplacement, à la fois la question du lien avec les producteurs locaux. Donc c'est un domaine sur lequel la relance va pouvoir se faire de manière très précise, avec en même temps une possibilité du maillage du territoire qui est très attendu par les acteurs et les actrices. Et concrètement, vous avez des projets? Alors, concrètement, c'est concrètement la question du développement du pass oxygène qui permet d'avoir sur la même carte la possibilité d'avoir de l'hébergement, du transport. Oui, c'est une aide jusqu'à 300 € selon les conditions de ressources. Donc c'est le développer, c'est ça votre mesure C'est un élément principale. important avec un partenariat avec un certain nombre de comités d'entreprise qui le souhaitent du côté utilisateur, et puis avec les opérateurs de tourisme qui, eux, sont en attente de cette démarche. Monsieur Talon, et puis un mot, peut-être juste un rapidement. mot sur la question des grands sites, parce que la question des grands sites sur la région, ce sont des bassins sur lesquels il y a cette activité de tourisme, et de tourisme tout à fait écologique, qui est important dans la période. Monsieur Talon, les propositions, alors déjà peut-être, je ne sais pas, sur la carte oxygène qu'a mis en place la région, qu'elle souhaite renforcer, comme nous l'explique M. Gibelin, et ensuite quelles sont effectivement les éventuelles propositions de la majorité présidentielle. On a la chance d'avoir, malgré des épisodes de temps en temps difficiles, le soleil qui brille vraiment chez nous, et on veut vraiment en faire une force. Donc on veut développer un fonds qui permettra sur tous les projets touristiques, à tout investissement d'1 € privé, il y aura 1 € en face de la région. Alors évidemment, il y aura des plafonds, c'est pareil, c'est pas porte ouverte sur les finances, parce qu'on veut tenir, j'en dirai un mot d'ailleurs, sur les fonctionnements et les économies que nous souhaitons réaliser sur les frais de fonctionnement. Donc on veut vraiment porter vers l'investissement et vers le secteur touristique. Je rebondis sur ce qu'a dit M. Gibelin sur les grands sites, où il y a aussi un important investissement à porter sur tous les déplacements doux notamment, et les liens entre les sites, parce que tout l'investissement qui est fait sur les transports, qui continuera d'être fait bien évidemment, doit être prolongé et accentué, justement pour que ce lien entre les départements, parce que n'oublions pas, vous l'avez rappelé, cette compétence partagée en fait par plusieurs collectivités, notamment les agglomérations, communautés de communes sur les territoires qui portent de nombreux projets, mais qui s'imbriquent avec les aides de la région. En fait, le dernier point, parce que on parlait de la carte oxygène, du pass oxygène, pardon, on souhaite créer un pass pour tourisme pour les jeunes. Alors c'est pas de l'encouragement à dépenser pour dépenser, mais tout simplement à aider les jeunes à profiter aussi de périodes de vacances où ils veulent aussi profiter de leur région, rester dans leur région, et donc un pass qui sera lui aussi de toute façon calibré. Encore une fois, les frais de fonctionnement, on va les encadrer, et donc ça ne sera pas porte ouverte sur ce pass-là, mais par contre il sera proposé aux jeunes. Monsieur Sanchez, vos propositions en matière de tourisme, est-ce que, en même temps, c'est presque une question aussi que je veux soulever pour tout le monde, c'est est-ce qu'on ne doit pas aussi profiter de cette crise sanitaire pour essayer d'être dans l'innovation en matière de tourisme, parce que les enjeux quand même, c'est que les habitants de notre région ou au-delà de notre région viennent ou restent dans la région en vacances. Je crois que les acteurs ne nous ont pas attendus, excusez-moi M. Sanchez, mais je crois que les acteurs du tourisme, ils ne nous ont pas attendus pour être innovants. Ils le font. Ce matin, je le dis honnêtement, j'étais en discussion avec une responsable de camping très tôt ce matin, la zone... c'était à 5 ou 6 heures du matin, parce qu'il est presque 8 heures. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc j'étais en discussion avec une responsable d'un camping, bien sûr, d'un camping qui va avoir sa visite de sécurité, et justement je lui posais la question, et elle a profité de la crise sanitaire pour faire beaucoup d'investissements, et notamment sur toute la partie numérique et connectée, parce que c'est une façon aussi d'attirer les tourismes. Allez, monsieur Sanchez, c'est à vous. À la partie tourisme. À la fois sur les propositions et à la fois sur la critique de l'existant. Il faut parler des deux. Donc, sur la critique de l'existant, ce qu'on regrette, c'est qu'il y a eu 3 ans pour harmoniser les dispositifs entre l'ex-Midi-Pyrénées et l'ex-Languedoc-Roussillon. L'ex-Languedoc-Roussillon a été particulièrement maltraité par rapport à l'ex-Midi-Pyrénées sur cette partie du tourisme, où les aides étaient beaucoup plus importantes dans l'ex-Midi-Pyrénées que sur l'ex-Languedoc-Roussillon. Et j'ai de nombreux témoignages d'hôteliers, restaurateurs qui pourraient en parler, y compris chez vous. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, parler des infrastructures. La LGV, par exemple, si on veut du tourisme, ça compte aussi. Le nombre d'heures qu'on met pour aller dans une région, ça compte quand on choisit sa destination de vacances. Donc ça, la LGV, il faut l'obtenir, il faut se battre évidemment et bruyamment sur ça. Sur les infrastructures hôtelières, il faut aider les hôteliers à améliorer leurs infrastructures, parce que c'est aussi notre image. Il faut qu'on soit accueillant.
Et beaucoup d'hôteliers n'ont pas les moyens seuls d'agir, donc il faut que la région soit à leur côté. Je le redis, l'harmonisation n'a pas été suffisamment importante à l'époque. Valoriser l'identité et le patrimoine, parce qu'on a une belle région. C'est pas le cas de toutes les régions, je ne citerai pas de nom, mais en tout cas, nous, on a une belle région, avec de beaux monuments, avec des traditions, avec une histoire. Ça, il faut le valoriser, le mettre en avant, le filmer, le montrer, et davantage encore, faire connaître la beauté de nos territoires, de nos grands sites, effectivement, mais il faut les valoriser, les montrer. Ensuite, pas faire comme ce qu'a fait Mme Delga, c'est-à-dire de permettre que sur la cité de Carcassonne, on mette des bandeaux jaunes qui ont défiguré durablement cette cité de Carcassonne. Ça a été à cause d'aides de la région. Faire un moratoire sur l'éolien, parce que ça dévisage complètement nos paysages, et je pense notamment aux Pyrénées-Orientales et aussi ailleurs, où la région soutient des programmes d'éolien. Nous sommes contre, parce que ça dévisage nos paysages et ça ne sera pas bon pour le tourisme. L'identité, la région n'a pas non plus fait grand-chose parce que quand on parle des manadiers, par exemple, qui sont en train de crever, la région n'a pas donné grand-chose, si ce n'est 2 000 € par mois. Si on veut valoriser les traditions avant qu'elles ne meurent, eh bien c'est maintenant qu'il faut être à leur côté, c'est maintenant qu'il faut donner de l'argent, et c'est pas suffisamment fait sur ce point-là. Enfin, 2 derniers points sur le tourisme. Faire un aménagement du territoire sur le tourisme de montagne, parce qu'on a aussi du tourisme de montagne, il n'est pas assez mis en valeur, et je pense qu'on gagnerait à le faire vivre 4 saisons sur 4 et pas seulement sur certaines saisons. Les canaux, canal du Rhône à 7, aujourd'hui à Beaucaire c'est une impasse, on ne va pas depuis le Rhône jusqu'au canal du Rhône à 7, c'est pas normal. Le canal du Midi n'est pas non plus assez fait, alors c'est pas une compétence région, mais là aussi c'est de l'aménagement du territoire, il faut que la région insuffle un dynamisme. Et enfin un dernier point, c'est le point là aussi de la sécurité, parce que on va quelque part en vacances si on s'y sent en sécurité, donc là aussi ça participe, l'amélioration de la sécurité, l'aide aux communes pour qu'elles investissent sur la vidéosurveillance, sur la sécurité et dans les transports. On partage le fait de l'intérêt, de l'importance aujourd'hui du développement touristique, et moi je parle de tourisme durable dans notre belle et grande région, qui pour moi n'est pas une des plus belles, qui est la plus belle tout simplement, et les Cévennes étant la plus belle partie de cette belle région. Notamment, c'est vrai qu'on est un peu chauvin, voilà. Donc voilà, et donc avec des sites classés au patrimoine mondial de l'humanité, la région avec le plus de sites classés, avec des sites très différents, à quelques kilomètres l'un de l'autre, des sites historiques, culturels, enfin voilà, il y a pas. On connaît cette région, on s'est battu pendant des années pour faire harmoniser. Il est à noter, et on s'est battu sous l'ancienne région, et je dis sous Georges Frêche à l'époque, où on trouvait que la politique touristique n'était pas suffisamment aidée à l'époque en Languedoc-Roussillon. Il se trouve que Midi-Pyrénées, de l'autre côté, c'était Martin Malvy, donc en l'occurrence, on ne fait pas de politique politicienne, avait des politiques de subvention et d'aide aux équipements touristiques très importantes. Quand nous avons fusionné, nous avons au moins demandé sur cette partie-là qu'on puisse harmoniser vers le haut. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on avait tous convenu politiquement que le tourisme était une politique à la fois économique, ambitieuse et durable. Mais ça n'a pas été fait. Du coup, notamment si je parle du thermalisme, et je ne voudrais pas parler des termes des fumades dans le Gard, mais on s'aperçoit, même si la région va s'engager à nos côtés, que ce qui se passait en Midi-Pyrénées, avec quasiment la région la plus thermale avec l'Auvergne de France, il y avait des aides qui fait qu'aujourd'hui on a des régions très équipées. Nous sommes très en retard. Je voudrais dire aussi que nous, demain, à tête de la région, nous investirons sur les équipements touristiques. Imaginez qu'en région ex-Languedoc-Roussillon, alors je ne sais plus le nom, mais nous n'avons qu'un ou deux hôtels 5 étoiles. Alors je suis désolé, c'est pas l'ensemble de la population qui peut aller dormir en hôtel 5 étoiles, mais on sait très bien que pour aujourd'hui avoir des régions de tourisme populaire, parce que c'est de ça qu'il faut aussi des équipements de qualité. Vous allez à côté en région PACA, on va pas citer le nombre d'hôtels qui drainent aussi d'autres types de touristes et d'autres équipements plus accessibles, plus abordables, qui doivent être plus nombreux. Et on n'a pas fait ce choix dans cette région, avec un littoral qu'il faut reprendre complètement. Et le plan littoral 21, on l'a dit aussi, ne me semble pas aller assez loin, parce qu'il y a des belles stations. Nous, dans le Gard, on va parler du Gros du Roi, de Port-Camargue, bien sûr, mais il y a la Grande Motte, sur lesquels il faut investir des millions d'euros, parce qu'on prépare l'avenir aussi. Il y a des gens qui habitent à l'année, puis il y a des touristes qui viennent nombreux, qui génèrent de l'économie locale, donc des emplois, c'est très important. Et puis il y a la communication, effectivement. Alors il y a des choses de bien faites, parce que sur les communications, sur les grands sites, il y a des campagnes de communication, mais là il faut qu'on travaille ensemble. Et proposer aujourd'hui des produits régionaux me paraît être une bonne chose, parce que effectivement, si on veut développer le tourisme en Cévennes, on peut tout à fait aujourd'hui passer quelques jours à la mer, prendre un train éventuellement, visiter le pont du Gard, aller visiter le magnifique musée Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard. On peut ensuite aller à Dinopédia à côté de la Grand-Combe. On peut irriguer ce territoire, mais travaillons ensemble. Et c'est vraiment un des sujets parmi d'autres, mais sur lesquels je suis souvent en désaccord
rapport, mais même avec le conseil départemental, j'en avais parlé avec Denis Boide à l'époque, je pense qu'on travaille trop les uns contre les autres. D'un côté, il y a la Romanité, la Camargue, le truc, et travaillons ensemble. Les touristes, il y en a suffisamment pour tout le monde, mais passons-nous les touristes. Je me rappelle même que j'avais envoyé sur une station balnéaire le véhicule touristique d'Alès Agglomération. Le maire m'appelle, me dit, ouais, t'es sympa quand même, tu envoies ton truc pour faire la publicité pour ton territoire. Je dis bien oui, je vais là où sont les touristes. Donc ils sont à la Grande Motte, en l'occurrence c'était mon ami Rossignol. Alors il disait un peu pour rigoler, mais effectivement, oui, on va chercher aussi les touristes parce qu'il faut aussi qu'ils viennent en Cévennes visiter ce magnifique territoire. Donc sur le tourisme, c'est important, mais un tourisme durable, je le dis, acceptable aussi pour les populations, et c'est dans ce domaine aussi que nous investirons fortement.